That's far enough. Drop your laundry and turn slowly. Bien sûr, ça ne suffit pas. De sélectionner des contre-plongées, des lumières rasantes, des visages pensifs, de mettre tout ça en noir et blanc, avec la musique d'ascenseur pour l'échafaud. Ça ne suffit pas pour réfléchir vraiment à la pertinence de ranger The Wire dans la catégorie du genre noir. Le genre noir d'ailleurs n'est pas vraiment un genre, comme l'explique Paul Schrader. C'est plus un ton, une atmosphère, liée à une période de l'histoire du cinéma hollywoodien, les années 40 et 50. Ces histoires marquées par un univers urbain corrompu et mortifère. C'est un mot qui semble à la fois évident et difficile à définir, comme l'explique James Naremore. Un mot qu'on applique à des œuvres qui peuvent avoir peu de choses en commun, en dehors d'un ton ou de thématiques plutôt sombres. C'est aussi un mot français que l'on utilise en anglais, depuis que des critiques français l'ont utilisé pour qualifier la vague de films américains découverts en salle au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Nombre d'entre eux émanant de créateurs européens ayant fui la guerre et importé une sensibilité esthétique influencée par l'expressionnisme allemand. Une sensibilité qui semble bien éloignée de l'esthétique retenue et sobre de The Wire, série que l'on associe avant tout au réalisme. Et en effet, au fil de ces 5 saisons, The Wire nous fait comprendre et ressentir Baltimore, ville emblématique des cités ouvrières tombées en déclin à l'époque post-industrielle. Dans la saison 1, on découvre les quartiers pauvres, essentiellement noirs, ravagés par le trafic de drogue. On assiste au dysfonctionnement des services de police. Dans la saison 2 se rajoutent les docks, où l'activité portuaire est menacée et où le trafic permet de financer les syndicats. Puis les milieux de la politique municipale et du business immobilier, tous deux irrigués encore une fois par l'argent sale du trafic. Yeah. Why they put you down here? Yo, you mess with the count or something? Me? I killed the nigga. Saison 4, c'est l'école et l'incapacité du système éducatif à endiguer la reproduction sociale.
Take your time, Major. Major? Counting what we got from the DEA, how much do we have on this guy? Any day now, Mark. Et enfin, le milieu de la presse écrite, elle aussi soumise à une logique néolibérale qui fait que les vrais sujets ne sont plus vraiment traités. This guy, we'd have a lot more. Put this guy down for murder too, so they're getting us to do the work. Again, they got us. Oh, we got you, fat. Excuse me, sir. No, Dawson has the potato commercial. Ce tableau polyphonique témoigne en effet d'une réalité bien sombre. Mais on n'y trouve aucune voix off tourmentée, ni bande-son jazzy, ni femme fatale, tous ces traits que l'on associe souvent au film noir. En revanche, l'esthétique sobre et précise, parfois qualifiée de quasi-documentaire, évoque un autre visage du genre noir, en littérature cette fois, ce que Benoît Tadier appelle un prolongement littéraire de la perspective journalistique. Dans ses romans hard-boiled, où l'écriture précise et concise s'attache avant tout aux faits et aux choses de manière dépouillée. The Wire est aussi en un sens un prolongement de la perspective journalistique de David Simon, enrichi de la sensibilité des grands auteurs de polar qui ont contribué à son scénario. Ce qui est au cœur du projet artistique et politique de ces auteurs, c'est la ville. L'ambition est bien de représenter la ville. Baltimore, certes, mais au-delà de Baltimore, il s'agit des enjeux politiques, sociaux et sensibles liés à un contexte historique précis de l'histoire urbaine. Or, le genre noir est aussi étroitement lié à des enjeux urbains. Pour Edward Dimmenberg, le film noir classique est un document sur l'expérience urbaine propre aux États-Unis au milieu du XXe siècle. Sur le passage d'un espace urbain centripète, un environnement différencié, ordonné et centralisé, à un espace centrifuge, diffus, éclaté suite au phénomène d'étalement urbain et d'exode vers les banlieues après la Seconde Guerre mondiale. Au début du XXIe siècle, la forme longue de la série permet de représenter, au sein de cet espace centrifuge, les phénomènes de fragmentation urbaine, entre des quartiers étanches les uns aux autres, en écho aux inégalités systémiques créées par le capitalisme néolibéral. Mais évitons de faire un simple catalogue des différents aspects qui font de The Wire une héritière du genre noir. Et réfléchissons à l'intérêt d'utiliser le prisme du genre noir pour regarder la série différemment. Cet angle nous permet de prendre de la distance avec la seule dimension réaliste de la série. Parce qu'en effet, il ne s'agit pas ici d'un essai sociologique aride. Il y a un véritable plaisir, voire une fascination à regarder The Wire, en dépit de son constat pessimiste sur la société. Sa forme est subtilement séduisante, même si elle n'attire jamais ouvertement l'attention sur elle. Elle tend parfois vers une stylisation, une dimension métaphorique ou poétique, proche de cette tradition noire, qui permettent à la série de ne pas tomber dans un naturalisme trop sordide. Fucking A. Par une sorte de cartographie sensible, The Wire nous fait habiter cette ville pendant 60 heures et décline à une grande échelle certains principes du genre noir comme l'ambiguïté, le paradoxe ou encore la valeur métaphorique ou symbolique des lieux. Le choix de tourner à Baltimore même, en décor réel, évoque l'ambition réaliste quasi documentaire de films noirs tels Call Northside 777, tourné en décor réel dès que possible, ou même Le Troisième Homme et son ouverture sur des images d'archives. Constantinople suited me better. Concrete and guts, with a short history of violence beating in its pulse. That history is on record, and the record is kept by the newspapermen. L'espace urbain est donc spécifique, mais c'est aussi une entité sensible et esthétique, notamment par le jeu des contrastes ou par des effets de reprise et de variation. Alors certes, la série ne nous offre pas un dépliant touristique pour Baltimore. Les lieux représentés sont souvent marqués, par exemple, par un sentiment de claustrophobie, soit parce que les tournages en intérieur se sont déroulés dans des lieux assez étroits,
des maisons vides, des bureaux désaffectés, utilisés pour représenter par exemple le bureau de la substitut du procureur ici dans la saison 1, soit parce qu'ils incarnent l'horizon bouché des personnages, celui des dockers dans la saison 2 par exemple, dont l'activité est de plus en plus menacée. Les plans des petites rues de maisons ouvrières accolées les unes aux autres, souvent filmées au téléobjectif, suscitent un écrasement de la perspective, qui accentue ici par exemple la masse imposante de l'énorme silo abandonné, qui sera ensuite transformé en immeuble pour appartements de luxe, ce qui reflète bien sûr le transfert économique depuis l'activité ouvrière portuaire vers une société de services et de loisirs. Dans le quartier ouest, les plans sont structurés autour de ces row houses, ces maisons accolées typiques de la ville, dont un grand nombre sont condamnés, symbole de l'exil massif du centre-ville vers la banlieue, et pointant aussi l'enfermement des habitants dans un système délétère. La série multiplie d'ailleurs les figures d'enfermement. Pour les scènes de prison, bien sûr. I'm your motherfucking savior is what I am. Mais la déclinaison du motif de la grille ou du grillage montre que la prison n'est qu'un des nombreux modes d'enfermement dans cette société et qu'elle constitue un prolongement plutôt qu'une rupture. Dans l'une des premières vues du quartier des low-rises, la perspective en plongée peut symboliser à la fois la mainmise du clan Barksdale sur le lieu, la menace constante de l'arrestation pour les trafiquants et le point de vue de l'autorité qui surveille leurs activités. Dans la saison 2, le grillage matérialise l'ostracisation des dockers, la séparation entre des travailleurs devenus inutiles et leur activité ancestrale. Le grillage isole alors Nicky, Frank et les autres dockers de ce silo à grains désaffecté, trace lugubre d'une activité morte, ou même du port lui-même quand il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. You know what that is, Nicky, do you? A condominium. Le cadre dans le cadre est aussi un motif récurrent, qui s'applique à tous les personnages d'un côté comme de l'autre de la légalité. Et les dialogues soulignent à plusieurs reprises l'impossibilité de dépasser ces frontières étanches entre les lieux et les classes sociales. Le jeune Wallace ne connaît rien en dehors du West Side. Sterling, you know, up on 29th Street, don't you know nothing? Shit, if it ain't up in the West Side, I don't know shit, yo. Cause this is me, yo. Right here. Dookie et Cuddy peinent à imaginer comment sortir des quartiers. The world is bigger than that. At least that's what they tell me. Like, how do you get from here to the rest of the world? I wish I knew. Lorsque l'indique Bubbles accompagne McNulty dans un quartier huppé, il se confronte à un autre monde, un monde pour lui irréel. Where and leave it to Beaverland are you taking me? Quand ils repartent, le plan coloré et lumineux des jeunes footballeurs des quartiers favorisés contraste avec le plan nocturne des enfants du quartier ouest, jouant dans un environnement bien différent. It's good for you?
Thin line between heaven and here. Corps enfermés, perspectives bloquées, espaces cloisonnés, institutions étouffantes, tout ceci semble confirmer ce que certaines critiques reprochent parfois à The Wire, c'est-à-dire d'offrir une vision trop résolument pessimiste de la société, à l'image de la morale souvent désabusée du film noir. Mais la forme longue de la série nous permet de développer un réel attachement, non seulement envers les personnages, bien sûr, mais aussi avec les lieux auxquels ils sont étroitement associés, voire identifiés. Cette familiarité des lieux permet au public de The Wire d'échapper à l'étouffement. On est sensible au-delà des limites et des contraintes à la vie de ces quartiers, de ces milieux qui se croisent et s'entrelacent, au rythme des voix et des bruits, ou au ballet symétrique et coloré des conteneurs du port. Ainsi, les bureaux en sous-sol de l'unité spéciale dans la saison 1 apparaissent d'abord sordides. Mais au fil des épisodes, le bureau s'anime. La lumière rasante, qui filtre par les soupiraux, se fait métaphorique au fil des progrès de l'enquête. Comme lorsqu'elle met en valeur le premier entretien avec Omar, ou qu'elle se fait quasi divine lorsque Pryzbylewski parvient à décrypter le code de communication entre les dealers. Moment décisif pour l'enquête et pour la rédemption d'un personnage au départ peu plaisant. Au-delà de la démarcation nette entre les espaces et les groupes sociaux, la construction narrative et esthétique de la série se charge aussi de rapprocher, de relier les différentes strates de la société. Le montage multiplie par exemple les parallèles entre le fonctionnement de l'institution policière et celui du trafic de drogue dans la saison 1. Sit the fuck down, detective. Something wrong? Put your ass in the chair. Sit your ass down. I know it ain't go so good, but that nigga Pooh, he caught me off guard. He came at me like he You see these McNulty? You see him? was saying it was him or me. Ou entre le jargon de la formation des enseignants et celui des policiers dans la saison 4. Where the listing on the lower half of the page indicates some typical soft target locations. An officer alert to the terrorist threat must ask himself. Another hot zone in the classroom is the pencil sharpener, where children tend to congregate and... I had a pencil sharpener in my class once. Antoine Grandison ripped it from the wall and threw it at me. I'd like to know what your lesson plan suggests when Harold Townsville sends a full set of textbooks through a closed window. Thank you. Certains mouvements de caméra nous font aussi passer du monde de la drogue à celui du pouvoir politique en une fraction de seconde. Tandis que des compositions de plans en miroir relient le haut et le bas de la hiérarchie sociale. Par exemple, le bureau luxueux du préfet de police Burrell et le sous-sol où loge Cutty à sa sortie de prison dans la saison 3. La série met aussi souvent en regard les drogues légales et illégales. Tandis que les capsules de poudre blanche passent de main en main dans le quartier ouest, c'est l'alcool, drogue licite et pourtant destructrice, qui coule à flot chez les dockers ou les enquêteurs. Au-delà des frontières parfois arbitraires de la légalité, la série brouille donc les démarcations claires, dans la droite ligne du film ou du roman noir, tout en demi-teinte et zone grise. Motherfucker. I'm tired, Bunk. Alors le filtre du genre noir aurait tout aussi bien pu orienter notre regard vers d'autres aspects de la série.
comme l'amertume existentielle des personnages, l'utilisation de l'humour comme antidote à cette amertume, Just like you, man. Culture of drugs. Excuse me? What? I got the shotgun. Got the briefcase. It's on the game, though, right? ou encore la manière dont, dans une perspective francophone, l'adjectif noir se charge de connotations particulières quand la majorité des personnages sont afro-américains. Mais une réflexion sur le genre noir se doit peut-être finalement de rester fragmentaire et inachevée.